Tout a commencé en 2017. Je vais changer les noms dans cette histoire pour des raisons de confidentialité. Pour donner un peu de contexte, je suis une femme et, au moment des faits, j'avais 16 ans. J'ai rencontré le père de mes 2 enfants grâce à des amis communs, appelons-le Samuel. Samuel avait 26 ans lorsque je l'ai rencontré et c'était un toxicomane sans valeur. J'aimerais pouvoir dire que je savais qu'il ne fallait pas sortir avec un homme de 26 ans quand j'avais 16 ans ou que ma famille ou quelqu'un, en l'occurrence, serait intervenu, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. J'ai passé 5 ans avec Samuel, 5 ans de manipulation et d'abus, et je suis tombée enceinte de notre premier enfant en 2018, lorsque j'avais 17 ans, et de nouveau enceinte en 2019 avec notre deuxième. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai quitté mon travail et je suis devenue encore plus dépendante de Samuel. La vie était difficile pour moi et je pensais que Samuel était tout ce que j'avais. Samuel a détruit ma voiture et a refusé de la réparer, me laissant coincée en pleine campagne avec 2 enfants, seule, pendant plus d'1 an. En 2022, vers le mois de novembre, j'en ai finalement eu assez. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Samuel affalé dans un fauteuil avec une seringue à la main. Quelque chose s'est brisé en moi et j'ai voulu sortir de cette situation. J'ai trouvé un emploi le week-end dans un Dollar General et j'ai dit à Samuel qu'il devait trouver un nouveau logement. Étonnamment, il a semblé d'accord et a dit qu'il commencerait à chercher. En janvier, j'ai rencontré un homme et nous avons commencé à sortir ensemble. Lorsque nous nous sommes mis officiellement en couple, j'ai dit à Samuel de faire ses valises et de partir, que je lui avais déjà donné assez de temps et que j'étais fatigué qu'il retarde sans cesse son départ. Samuel s'est mis en colère, il m'a coincé dans la salle de bain, m'a pris mes clés et mon téléphone tout en criant sur moi. Puis, il m'a poussé contre le miroir de la salle de bain et nos 2 enfants ont tout vu. Finalement, lorsqu'il a estimé en avoir fait assez, il est parti. Je pensais que le pire était derrière moi, que j'avais enfin échappé à ce cauchemar, mais ce n'était pas le cas. Le 14 février, j'ai posté sur les réseaux sociaux que j'étais en couple avec l'homme avec qui j'avais commencé à sortir en janvier. C'est là que les choses ont empiré. En rentrant du travail, j'ai préparé le dîner, couché mes enfants, puis je me suis allongé pour essayer de me reposer avant ma journée de travail suivante. Je me suis réveillé à 2 heures du matin avec la sensation que quelqu'un s'asseyait sur moi, m'immobilisant les jambes et me tenant les poignets. J'ai paniqué en bougeant les bras et en donnant des coups de pied. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Samuel. Il avait un regard sombre, vide, et son visage ressemblait à celui d'un monstre. J'ai crié « Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a alors attrapé par le cou et a dit « Tu vas l'accepter, que tu le veuilles ou non, salope. » Il m'a saisi les mains et a essayé de me mettre des menottes de mauvaise qualité. Tout ce temps, je criais « Arrête, arrête, je ne veux pas ça, s'il te plaît, arrête. » Dans ma tête, je me disais « Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne peux pas redevenir sa victime. » J'ai commencé à donner des coups de pied et à agiter mes bras. J'ai réussi à casser la chaîne des menottes. Quand elle s'est cassée, je l'ai frappé aussi fort que j'ai pu. Le frapper ne fit que le rendre plus furieux, et il sortit un pistolet, le pointa sur ma tête et dit « Je vais te faire sauter la cervelle, puis la mienne, ici et maintenant. Je vais le faire. » Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je suppose que c'était des années d'abus et de haine accumulées. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Je te déteste, et je te détesterai toujours. » Soudain, il s'est arrêté, comme si un interrupteur s'était enclenché, et il est parti. Après cet incident, je suis allé travailler le lendemain matin et j'ai fait comme si de rien n'était. Je l'ai raconté à mon petit ami de l'époque, qui m'a encouragé à aller à la police et à obtenir une ordonnance restrictive. La police m'a accordé une DVP, qui signifie « protection contre la violence domestique » pour ceux qui ne le savent pas. Cela fait maintenant plus d'1 an et je veux partager mon histoire. Je me suis échappé après 5 ans. S'il vous plaît, apprenez de mon expérience et ne sortez pas avec quelqu'un de plus âgé lorsque vous êtes mineur. Apprenez à vous aimer suffisamment pour partir et surtout, si vous avez des enfants, demandez de l'aide. Aujourd'hui, je suis fiancé et j'élève mes enfants avec les mains les plus aimantes, compréhensives et douces que j'aurais pu imaginer. Je n'ai pas raconté cette histoire à beaucoup de gens, mais je me sens bien de l'avoir sortie de ma poitrine. S'il vous plaît, sachez qu'il y a quelqu'un là-bas qui vous traitera avec respect et amour pour ce que vous êtes. Ils sont là.
Cette histoire a commencé en 2018 et s'est terminée en 2021. En 2017, j'avais déménagé à Charleston, en Virginie-Occidentale, pour être avec quelqu'un. J'ai travaillé dans plusieurs emplois différents, mais j'ai fini par travailler dans une pizzeria en 2018 en tant que gérante de car. Environ un mois après avoir commencé à travailler là-bas, un nouveau gars nommé Andrew a commencé à travailler comme livreur. En général, nous étions amicaux, mais j'étais très contrarié par la façon dont le gérant m'a laissé seul en charge lors de mon premier kart officiel, l'une des nuits les plus occupées de la semaine. Le livreur s'est arrêté pour m'aider alors que personne d'autre ne l'avait fait, ce que j'ai vraiment apprécié. Mais en même temps, il avait tendance à perdre son sang-froid pour des choses insignifiantes, dont certaines que j'ai dû signaler au gérant. Au début de 2019, le petit ami pour lequel j'avais déménagé en Virginie-Occidentale a rompu avec moi. Après être resté célibataire pendant environ un mois, j'ai remarqué qu'Andrew commençait à s'intéresser à moi, alors nous avons commencé à parler davantage. À ce moment-là, mon travail n'avait aucune politique formelle concernant les employés et les managers qui sortaient ensemble, il demandait simplement que les choses restent professionnelles au travail. Donc, une nuit, alors que je fermais le magasin, Andrew m'a envoyé un message en disant qu'il avait oublié de faire quelque chose, puisque nous avions tous les deux travaillé lors du quart de fermeture et qu'il était déjà parti. Je fermais le magasin, comptais la caisse et m'assurais que tout était propre avant de partir. Je l'ai laissé entrer à nouveau dans le magasin et il m'a embrassé. Peu après, nous avons commencé une relation et tout se passait bien, jusqu'à ce que je perde mon logement après ma rupture avec mon ex. Je suis allé vivre chez une amie, mais il y a eu un problème avec le propriétaire qui ne voulait pas que je reste là, alors j'ai dû partir. J'ai parlé à Andrew de cela et il l'a pris comme si je le poussais à me laisser emménager avec lui. Il a fini par m'ignorer, mais il est ensuite revenu s'excuser et j'ai accepté ses excuses. C'est à ce moment-là que j'ai finalement trouvé un endroit où vivre et que j'étais sur le point de déménager. Il m'a convaincu de ne pas emménager avec la personne avec qui j'allais vivre et à la place, il m'a acheté une voiture et j'ai emménagé chez lui. Je me suis installé et tout allait bien pendant un mois ou deux. Ensuite, il a commencé à me dire que j'étais paresseuse, même si je travaillais à temps plein, et que cela ne suffisait pas, alors j'ai fini par trouver un deuxième travail. Il continuait à devenir de plus en plus en colère, et parfois, j'avais vraiment peur de ses accès de rage. Il avait aussi l'habitude de fumer de la marijuana synthétique. Je détestais être près de ça parce que cela me donnait des migraines, et la situation ne faisait qu'empirer avec le temps. Je crois qu'un matin, j'ai fait un commentaire sur le fait qu'il ne serait pas aussi fatigué s'il n'était pas resté éveillé toute la nuit à se droguer, et cela l'a mis en rage. J'étais dans la salle de bain, en train de me préparer pour aller travailler quand il est monté à l'étage furieux, m'a poussé contre le mur de la salle de bain, et mon cou a heurté le porte-serviette. J'avais des ecchymoses sur les bras et à l'arrière du cou. Quand je suis rentré du travail, il m'avait laissé des roses et des bijoux, il s'est excusé, et nous avons laissé cette histoire derrière nous. Je pensais que c'était la fin, jusqu'à son prochain épisode. Je suis rentré du travail, j'étais assise sur le lit en train de regarder la télévision, quand tout à coup, il a attrapé une chaise et a commencé à frapper la télévision avec, dans un accès de rage totalement injustifié, car je ne lui avais rien dit. Puis, il m'a regardé et a dit « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Il a ensuite nettoyé la télévision cassée, s'est excusé auprès de moi et a acheté une nouvelle télévision le lendemain. Un soir, j'ai mentionné que ce serait bien d'ajouter un robinet à la baignoire, car à ce moment-là, il n'y avait qu'un tuyau exposé, ce qui rendait impossible de prendre un bain. Eh bien, cela l'a de nouveau mis en colère, agissant comme si c'était irrationnel de vouloir prendre un bain après être resté debout toute la journée à travailler dans 2 emplois différents. Je lui ai dit que j'allais dormir dans la chambre d'amis parce que je sentais que j'avais besoin d'un peu d'espace. Apparemment, c'était la mauvaise chose à dire, car je suis descendu dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée et, environ 20 minutes plus tard, je l'ai entendu descendre les escaliers. Il avait perdu le contrôle et me criait dessus que je devais quitter sa maison, alors j'ai commencé à rassembler mes affaires. Il m'a donné un coup de pied et je suis tombé, me cognant la tête contre le cadre du lit. Ce n'était pas assez fort pour me laisser des bleus ou des marques, mais mon visage me faisait mal. Apparemment, je ne partais pas assez vite à son goût, alors il a décidé que le mieux à faire était d'appeler la police. Il a dit qu'il m'avait demandé de partir et qu'il en avait vraiment besoin, que j'avais vécu là pendant 3 mois et qu'il ne voulait plus que je sois chez lui. À ce moment-là, il était très ivre, soit dit en passant. La police est arrivée et nous a séparés. Un agent m'a emmené à l'extérieur pour me parler pendant que l'autre parlait avec lui.
J'ai expliqué ce qui se passait, comment il avait perdu le contrôle et comment il avait beaucoup bu. L'agent m'a demandé s'il m'avait touché ou s'il avait fait quelque chose de physique et j'avais vraiment peur à ce moment-là, alors j'ai raconté ce qui s'était passé. Eh bien, voici ce que l'agent m'a dit et je regrette vraiment de ne pas l'avoir écouté à ce moment-là. Écoute, je sais comment ces choses finissent. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle dans cette maison parce qu'on doit t'en sortir dans un sac mortuaire. Pars et ne reviens pas, c'est pour ta propre sécurité. Quand je suis retourné à la maison pour récupérer quelques-unes de mes affaires parce que je prévoyais de passer la nuit à l'hôtel pour m'éloigner de lui et m'assurer que j'étais en sécurité, il devenait belliqueux avec l'autre agent. Le policier l'a regardé et lui a dit « Elle est une résidente légale de cette maison. Elle vit ici depuis 3 mois, elle reçoit son courrier ici, sa carte d'identité à cette adresse, et tu ne peux pas la mettre dehors. Elle a tout à fait le droit d'être ici. Et tu devras passer par le tribunal si tu ne veux plus qu'elle soit ici, en suivant la procédure légale d'expulsion. Elle va aller ailleurs pour cette nuit afin que tu te calmes, mais tu ne peux pas lui interdire l'accès à cet endroit. » C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allé à l'hôtel et, le lendemain, il m'a appelé et semblait très désolé. Je lui ai dit que je ne reviendrais que s'il promettait d'arrêter de fumer de la marijuana synthétique et d'essayer de contrôler sa consommation d'alcool. Il m'a promis qu'il irait dans une clinique ambulatoire pour traiter son alcoolisme et qu'il arrêterait de fumer de la marijuana synthétique. Alors je suis revenu. Les choses allaient bien pendant environ 5 mois. Il est important de mentionner qu'au début de notre relation, lorsqu'il m'avait ignoré, il avait changé son numéro de téléphone pour m'éviter. C'est pertinent parce qu'à ce moment-là, la pandémie a frappé et j'ai dû quitter mon travail à la pizzeria parce que gérer 2 emplois était trop stressant pour moi. Alors, je suis resté avec un seul travail, vendant des téléphones portables. Lui avait été licencié parce que son permis de conduire avait été suspendu. Il est allé au DMV pour essayer de régler le problème et je l'y ai emmené, puisque le bureau du DMV se trouvait juste en face de mon travail. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant la majeure partie de la journée. Lorsque j'ai fini mon service et que je suis rentré à la maison, je l'ai trouvé en train de boire beaucoup. En fait, il a commencé à me blâmer pour la suspension de son permis de conduire. Son permis avait été suspendu parce qu'il avait un DUI et il avait changé son numéro de téléphone, ce qui avait empêché son avocat de le contacter à ce sujet. D'une manière ou d'une autre, c'était aussi ma faute. C'était également de ma faute s'il avait perdu son travail à cause de la suspension de son permis. Je lui ai dit que, encore une fois, je passerais la nuit à l'hôtel à cause de son comportement erratique. Il m'a dit de rester éloigné et de trouver de l'argent pour déménager. Je lui ai répondu que ce serait mon dernier jour dans sa maison. Et c'est à ce moment-là qu'il a complètement perdu le contrôle. Il m'a dit qu'il savait déjà que je prévoyais de partir pour retourner chez moi parce que ma mère attendait un diagnostic de cancer. Je ne sais pas comment il le savait, je suppose qu'il avait fouillé dans mon téléphone, mais j'étais déjà de plus en plus inquiète de son comportement erratique après avoir été enfermés ensemble pendant plusieurs mois, donc j'essayais déjà de sortir de cette situation. Ensuite, il est sorti dehors et quand il est revenu, il est rentré avec un pistolet chargé. Il m'a pointé l'arme dessus et j'ai juste pris ce que j'ai pu et je suis sorti en courant. Il m'a poursuivi jusqu'à la voiture avec le pistolet et je suis monté dans la voiture et je suis parti. J'ai fini dans un hôtel et quand mon amie a découvert que je restais là, elle m'a dit de venir chez elle et j'ai emménagé avec elle. Sa maison était un peu pleine, alors j'ai fini par emménager avec des collègues de travail. Pendant environ 6 mois, j'ai ignoré ses messages et ses tentatives pour que je revienne à la maison. Je suis resté ferme dans ma décision de ne pas poursuivre la relation et j'ai coupé tout contact avec lui. En février 2021, lorsque la grande tempête de neige a durement frappé les États-Unis, j'étais seul à la maison. Mes colocataires étaient à 2 heures de route. Nous avons été renvoyés chez nous plus tôt du travail en raison de la gravité de la tempête et à ce moment-là, j'avais déjà emballé la plupart de mes affaires pour finalement retourner chez moi. J'avais déjà informé mon superviseur que je voulais être transféré et ils étaient en train de travailler sur les détails. Je suis rentré chez moi vers 6 heures du soir. Je suis monté à l'étage et je me suis mis à regarder la télévision dans la chambre du haut. La chambre de mes colocataires était au rez-de-chaussée de la maison en rangée où nous vivions. Nous avions une caméra Ring à l'avant de la maison, mais pas à l'arrière. Il était environ 9 ou 10 heures du soir quand je me suis rendu compte que je n'avais pas mangé de toute la journée, alors je me suis levé et quelque chose m'a dit d'emporter mon téléphone avec moi. Je suis descendu les escaliers sans allumer les lumières car je connaissais bien la disposition de la maison. Pour expliquer la disposition, la porte d'entrée se trouve dans le salon
et il faut traverser la petite salle à manger pour accéder à la cuisine depuis le salon. À l'arrière de la maison, il y a une porte qui donne sur le patio, juste dans la cuisine. En entrant dans la cuisine, je me suis figé sur place. Je l'ai vu. Il était là, debout, me regardant. Il se tenait près de la porte arrière et le bloc de couteau était juste à côté de lui. À ce moment-là, j'ai dû décider si j'allais tenter de courir à côté de lui, au risque qu'il prenne un couteau et me poignarde, ou si j'allais courir à travers la salle à manger vers le salon pour sortir par la porte d'entrée. Alors que je me retournais pour courir dans la direction opposée, j'ai trébuché sur un balai. Il m'a attrapé par les cheveux et j'ai ressenti une douleur vive au cuir chevelu. Puis, il m'a frappé 2 fois au visage. À ce moment-là, j'ai appuyé sur le bouton latéral de mon téléphone et j'ai appelé la police. J'ai expliqué ce qui se passait et ils m'ont dit qu'ils enverraient quelqu'un immédiatement. La standardiste m'a demandé de rester en ligne. Pendant ce temps, il hurlait en arrière-plan que la police ne l'arrêterait pas, qu'il m'arrêterait, moi. J'essayais de passer à côté de lui, mais il bloquait toujours mon passage. La seule chose qui m'est venue à l'esprit a été de lever mon bras et de lui donner un coup de poing au visage. Il ne s'y attendait pas, alors il a reculé, et j'en ai profité pour le pousser et courir dehors. À ce moment-là, la rue était déjà pleine de lumière bleue clignotante. Mon visage était enflé, et j'avais du sang qui coulait de ma bouche. La police m'a emmené dans une ambulance pendant qu'ils essayaient de le sortir de la maison. Il avait éteint toutes les lumières et s'était enfermé à l'intérieur. Les policiers m'ont dit qu'il n'allait pas entrer parce qu'il ne se sentait pas en sécurité, car il ne savait pas s'il était armé dans l'obscurité de la maison. Cela m'a mise en colère, car il n'avait aucun droit d'être là. On m'a dit que je devais aller ailleurs pour la nuit et qu'il voulait m'envoyer dans un refuge pour femmes. À ce moment-là, dans une réponse totalement involontaire à la peur, je me suis fait pipi dessus, car j'avais terriblement peur de mourir cette nuit-là. J'avais les vêtements trempés et aucun vêtement de rechange. Heureusement, avant de sortir de la maison, j'avais réussi à attraper mes clés et mon sac qui étaient près de la porte d'entrée. J'ai appelé mon amie, chez qui j'avais séjourné auparavant, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. La police m'a emmené chez elle. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli devant la maison et m'a immédiatement prise dans ses bras. Peu importait que mes vêtements soient trempés, elle savait juste que j'avais besoin de réconfort à ce moment-là. Son frère était également à la maison et est sorti pour m'aider à monter les escaliers qui étaient glacés. Ils avaient prévu une serviette et des vêtements propres pour moi. Après avoir pris une douche, je me suis assise et j'ai éclaté en sanglots, ne pouvant pas croire tout ce qui venait de se passer. Je pensais que tout était enfin terminé. Mais le lendemain matin, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Ma voiture avait un tracker qui me prévenait si quelqu'un la percutait ou si quelque chose se produisait. Elle m'a informé que ma voiture était en train d'être remorquée. Il avait essayé de la vendre comme ferraille. Heureusement, la personne qui remorquait la voiture avait appelé la police car elle trouvait cela suspect. La voiture était en bon état. Et en plus, mon iPad se trouvait à l'intérieur, ce qui lui semblait encore plus étrange. Alors, il a appelé pour leur dire où il avait laissé ma voiture. J'ai dû engager une dépanneuse pour la récupérer et la ramener chez mon ami. J'ai finalement obtenu une ordonnance de restriction contre Andrew et mon travail a accéléré mon transfert dans un autre état pour ma sécurité. Ils m'ont donné tout le temps nécessaire avant de reprendre le travail, sachant que je n'étais pas en état de travailler après tout ce qui s'était passé. Maintenant, je suis de retour dans mon état natal et de temps en temps, Andrew essaie de m'appeler car l'ordonnance de restriction a expiré. Chaque fois qu'il le fait, je bloque son numéro. J'ai tourné la page et je suis dans un bien meilleur endroit. En fait, j'ai renoué avec quelqu'un de mon passé et je suis de nouveau amoureuse. Il connaît tout mon traumatisme. Nous avons parlé de tout ce qui m'est arrivé. Et il fait tout pour me montrer qu'il n'est pas comme mon ex. Alors, si jamais tu te retrouves dans une situation où la personne avec qui tu es te montre le moindre signe de violence, pars dès la première fois que cela arrive. N'attends pas. Cela ne va pas s'améliorer, cela ne fera qu'empirer. Ta vie est bien plus importante. Et si, par hasard, tu tombes sur cet Andrew, sache que je te maudis pour tout ce que tu m'as fait subir. Tu ne mérites pas que quelqu'un te souhaite du bien. Mon instinct m'a dit de prendre mon téléphone avec moi, et si je ne l'avais pas fait, la situation aurait pu être très différente. Alors, fais toujours confiance à ton instinct. Il est là pour une raison.
Voici l'histoire d'un long cauchemar qui dure depuis plus de 5 ans. En fait, j'avais déjà publié cette histoire auparavant, mais certains très bons détectives d'internet ici sur YouTube ont réussi à découvrir l'identité de l'ex-reine de beauté ainsi que la mienne. Franchement, je ne suis pas vraiment gêné à l'idée de révéler mon identité, mais je ne voulais pas que cela se fasse à partir de mon compte réel, alors j'ai supprimé la publication il y a un moment. La raison pour laquelle je décide de la republier aujourd'hui depuis un compte jetable, c'est que c'est cathartique. La semaine dernière, une autre audience au tribunal pour l'ex-reine de beauté harceleuse a eu lieu, mais est passée sans avancée. Nous espérions que les choses progresseraient, qu'elle plaiderait coupable ou non coupable, mais nous n'avons pas eu cette chance. Nous n'avons reçu qu'une autre vague raison pour laquelle elle n'était pas prête et une nouvelle date d'audience fixée dans plusieurs mois. Il y a eu de nombreuses audiences au tribunal depuis son arrestation. Plus de 18 mois se sont écoulés depuis qu'elle a été arrêtée pour harcèlement continu et elle veut encore prolonger les choses, apparemment pour tenter de rester pertinente dans nos vies. Soit dit en passant, la quantité de ressources judiciaires et d'argent des contribuables gaspillés est vraiment ahurissante. Bref, passons à l'histoire. Pour récapituler, mon mari est sorti avec une reine de beauté, gagnante d'un titre de concours très connu, avant moi. Ils se sont séparés bien avant que nous ne nous rencontrions. Elle était une blonde impressionnante, très grande, une vraie bombe à l'époque, à mon avis. Cela semble important pour l'histoire, je suppose, mais tandis qu'elle était éblouissante à l'extérieur, à l'intérieur, mon Dieu. Elle pouvait être charmante et belle si elle avait besoin de vous, mais la plupart du temps, elle maltraitait terriblement les gens autour d'elle, y compris mon mari, et il a finalement rompu avec elle. Mais elle n'a jamais disparu. Elle a continué à appeler et envoyer des emails de manière répétée, même après que mon mari et moi nous soyons rencontrés. En fait, ses appels ont augmenté. Elle appelait sans cesse, jour et nuit, même après que mon mari, qui était alors mon petit ami, ait bloqué son numéro. Elle réclamait de l'argent et menaçait d'aller voir la police en prétendant qu'il l'avait maltraitée s'il ne lui en donnait pas. Bien sûr, il n'a pas cédé à ses demandes. Cela l'a beaucoup énervé. Les menaces ont augmenté et sont devenues plus malveillantes. Mais quand cela ne fonctionnait pas, elle changeait de tactique et lui demandait gentiment de l'aider avec certains projets qu'elle essayait de lancer. Ou plutôt, elle voulait qu'il fasse le travail à sa place et qu'elle prenne tout le crédit, en lui promettant que, s'il faisait juste cette dernière chose pour elle, elle disparaîtrait. Il n'a pas répondu. Alors elle redevenait malveillante. N'importe quelle tactique pour attirer l'attention ou pour obtenir ce qu'elle voulait vraiment, de l'argent. Mon mari était terrifié. Parce que bien sûr, bien qu'il ne lui ait jamais rien fait, ce serait sa parole contre la sienne, et il craignait de ruiner sa réputation et sa carrière. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés à un événement auquel elle assistait également. Elle avait attendu notre arrivée et s'était positionnée près de l'entrée de l'événement. Lorsque nous sommes entrés, elle est restée de l'autre côté de la salle, me dévisageant de haut en bas, riant et chuchotant à l'oreille de son compagnon, s'efforçant de me mettre mal à l'aise. Mais ça allait, c'était facile à ignorer, jusqu'à ce qu'elle m'embusque à la sortie des toilettes. Il était clair qu'elle attendait un moment où je serais seul. Elle me dépassait en taille, elle est très grande. Je n'avais aucune intention de la confronter, et, alors que je me précipitais pour retrouver mon mari, elle marchait à mon rythme, se penchant pour être à ma hauteur, je mesure 1,67 m. Sa tête tournée vers moi, elle ressemblait à une caricature d'elle-même en marchant à mes côtés, souriant de manière maniaque. « Où est ton homme ?» Component de placement, a-t-elle murmuré avec son fort accent. Ses yeux étaient noirs. Elle semblait tout droit sortie d'un film de Tim Burton, courbée avec ce sourire démoniaque. « Fais attention, Pug », ajouta-t-elle en souriant. Elle aimait m'appeler des noms comme Pug parce que j'ai des carlins, et j'imagine qu'elle pensait que c'était une insulte. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que pendant que j'étais aux toilettes, elle s'était approchée de mon mari, avait passé son bras autour de lui alors qu'il était en pleine conversation avec quelqu'un, et s'était présentée à l'homme avec qui il parlait comme si elle et mon mari étaient ensemble. Mon mari s'était dégagé de ses griffes et lui avait dit de partir. Puis elle s'était rapidement dirigée vers les toilettes pour m'attendre à la sortie. Nous avons arrêté de participer à des soirées après cela. La dernière fois que nous l'avons vue, c'était à un enterrement d'un ami commun. Elle m'a suivi tout au long de la veillée tandis que mon mari, alors mon petit ami, parlait avec la veuve de l'homme. Je discutais avec un ami et sa femme. Elle est arrivée directement et s'est jointe à la conversation comme si elle faisait partie du groupe. C'était troublant, mais surtout étrange. C'était un enterrement et je ne voulais pas faire de scène. En silence, j'ai pris mon verre de vin au bar et je me suis éloigné, la laissant avec le couple avec lequel je discutais, tandis qu'elle me regardait avec un sourire sur le visage.
En résumé, c'était dérangeant mais gérable. Cependant, les emails et les appels n'ont jamais cessé. Elle appelait sans cesse mon mari, jour et nuit, même si son numéro était bloqué depuis longtemps. Elle passait près de chez nous. J'ai retrouvé ma voiture rayée une nuit après l'avoir laissée dehors, mais évidemment, je ne pouvais pas prouver que c'était elle. Mais c'était déjà trop. Mon mari a fait appel à un avocat pour lui envoyer une injonction de cessation et d'abstention. Après la première, elle a appelé depuis un numéro privé. Il a décroché et elle a dit « Yeah, c'est moi Yi » d'une voix chantante, comme s'ils étaient les meilleurs amis et qu'il ne lui avait pas envoyé une lettre d'un avocat lui ordonnant de rester loin de lui et de sa famille. Il n'a rien dit et a raccroché. Une autre injonction a été envoyée, puis une troisième. Rien ne la ferait disparaître. Elle ne croyait vraiment pas que mon mari pouvait ne pas vouloir être avec elle, à cause, vous savez, de sa beauté. Finalement, cependant, elle s'est mise en colère parce qu'il ne cédait pas. Alors, elle a décidé de déverser sa rage sur Internet. Je savais qu'elle regardait mes réseaux sociaux, mais comme je ne les utilisais pas beaucoup, cela ne me dérangeait pas. Cependant, elle a créé un faux compte sur Twitter et a tweeté « est un escroc » en taguant ses collègues, amis, investisseurs, membres de la famille. Chaque personne à laquelle elle pouvait penser, elle a tenté de ruiner sa réputation et sa carrière. Le soir du Nouvel An, elle a posté sur mon compte Instagram exactement à 00:01. Bonne année, Scrud. Tous les réseaux sociaux ont été configurés en privé. Nous sommes allés à la police, armés des emails dans lesquels elle nous menaçait de nous dénoncer si nous ne lui donnions pas d'argent, et elle a été accusée de 2 chefs d'accusation de harcèlement et une injonction a été émise. À notre grande surprise, dès le lendemain de son arrestation, nos téléphones n'ont pas arrêté de sonner. L'histoire avait fait la une des journaux, clairement une journée d'actualité calme. Son jour au tribunal est arrivé juste avant le Covid. Nous sommes arrivés au tribunal et nous sommes assis. Elle est entrée et nous avons été choqués par son apparence. En fait, choqué est un euphémisme. Elle était méconnaissable par rapport à son ancienne version. Elle n'était plus la grande blonde éblouissante. Apparemment, elle s'était rasé la tête et portait une perruque courte et débraillée de couleur marron. Elle avait pris environ 35 kilos, plus ou moins, et était maintenant un peu courbée. Avec sa taille et son nouveau volume, elle ressemblait à un joueur de football américain. Et pour parfaire son nouveau look, elle portait un grand manteau masculin marron et un foulard noué par-dessus la perruque, comme une babouchka. Ma première pensée fut « son extérieur correspond désormais à son intérieur ». Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'était ses yeux. Un an plus tôt, nous avions montré une photo d'elle à nos enfants pour que, si jamais elle s'approchait d'eux, ils sachent courir. À ce moment-là, mon fils, qui était petit, avait dit qu'elle avait des mauvais yeux. La vérité sort de la bouche des enfants. Peut-être que c'était le fait qu'elle avait tellement changé physiquement, mais ses yeux sombres s'étaient rétrécis en de profondes fentes noires tandis qu'elle balayait la salle du tribunal et nous apercevait. Pendant l'audience, elle se retournait de temps en temps pour nous regarder et nous fusillait du regard. Puis elle chuchotait à l'oreille de son avocat en riant, comme si elle passait un bon moment. Elle avait une paire de lunettes de soleil grandes et bon marché qu'elle mettait et enlevait de manière intermittente. Quand elle s'adressait au juge, elle les mettait et il lui a demandé de les enlever. Nous pensions qu'elle faisait bonne figure et prenait tout cela à la légère, mais nous étions sur le point de découvrir que son arrestation ne la stopperait pas. L'injonction ne semblait pas du tout l'affecter. Si ce n'est que cela l'a encore plus énervée. Dès lors, chaque jour, jour et nuit, elle publiait depuis de multiples faux comptes sur les réseaux sociaux, postant des photos de moi et de mon mari. Elle mettait des photos de mon mari avec des légendes telles que pédophile ou d'autres insultes terribles, incluant des commentaires racistes et transphobes. Pour vous donner une petite idée, elle publiait des photos retouchées de mon mari, photoshopées pour qu'il ait l'air de porter beaucoup de maquillage et le qualifiait de transsexuel préop. Elle publiait des photos retouchées et peu flatteuses de moi. Elle m'appelait vieille et moche, et ce ne sont que les insultes diffusables en public. Écoutez, je ne suis pas une reine de beauté. Les insultes, bien qu'obsessives et méchantes, n'étaient pas ce qui me dérangeait le plus. Même si je ne vais pas mentir, voir des centaines de photos de moi sur son faux compte Twitter, m'appelant laide et signalant obsessivement chaque défaut, m'a effectivement déprimé par moments. Pourquoi continuais-je à regarder ? Parce que c'était comme jeter un coup d'œil dans son esprit désintégré et dérangé, au cas où il y aurait un indice de ce dont elle serait capable ou de ce qu'elle prévoyait de faire ensuite.
parce que ce n'étaient pas ces insultes qui m'inquiétaient. Ce qui me troublait le plus, c'étaient les légendes sinistres. Garde un œil sur tes enfants car je serai là à observer. Ou pourquoi ne pas planter des fleurs dans ton jardin devant chez toi? Swing, sois gentil avec tes enfants car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Comment était ta commande Uber Eats? Zrenia demandait-elle dans un autre poste. Elle mettait des photos de moi avec une flèche pointée vers ma tête, que j'interprétais comme un pistolet visant ma tête. Elle postait des photos du lieu de travail de mon mari, où il n'était pas autorisé à se rendre à moins de 2 pâtés de maison selon l'injonction, mais la police disait que cela pouvait n'être qu'une photo qu'elle avait trouvée sur Internet. J'ai soupiré. Elle postait des citations d'Agatha Christie comme « Tout meurtrier est généralement quelqu'un que vous connaissez bien » ou « Votre fin est proche ». Sa photo de couverture sur Twitter était tirée d'une affiche de film sur une harceleuse, comme si elle était consciente de la blague. Nous avons de nouveau appelé la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'elle ne nous taguait pas explicitement. J'ai fait des captures d'écran de tout. Beaucoup de ces publications étaient délirantes, mais d'autres, comme les photos monstrueuses retouchées de nous avec des légendes inquiétantes, étaient troublantes. Mais nous ne pouvions tout simplement pas réussir à faire fermer son compte. Je devenais anxieuse chaque fois que mes enfants sortaient jouer au basket-ball dans l'allée. Ma mère âgée ne voulait pas sortir le bébé dans la poussette, elle avait trop peur. Cela affectait toutes nos vies. La vie est devenue un vrai drame. L'ex-reine de beauté nous tourmentait avec des phrases comme « Attrapez-moi si vous le pouvez ». Elle publiait des gros plans des organes génitaux de son chien ou un morceau de crotte de chien à côté de mon nom avec une allusion évidente. Ça me dérangeait qu'elle ait maintenant un chien, car je ne pense pas qu'une personne comme elle soit capable de prendre soin de quelque chose de vivant. Et puis les appels ont recommencé, cette fois sur notre ligne fixe. Oui, je sais, nous avons encore un téléphone fixe. Haha. Elle disait des choses méchantes et raccrochait, comme « le karma te rattrapera », ou faisait des appels étranges, comme si elle récitait un sort. En effet, elle a posté des photos d'un pentagramme et de bougies et d'un genre d'hôtel avec la légende « Dring Dring ». Finalement, et je dis bien finalement, la police nous a demandé de faire des déclarations vidéo. Nous leur avons remis un disque contenant des milliers de captures d'écran des publications qu'elle avait faites. Elle a été arrêtée de nouveau et accusée de 2 nouvelles infractions pour harcèlement criminel. Mon mari était en colère à ce stade, mais en tant que maman ours, je voulais juste que cela se termine. Elle mentionnait fréquemment et de manière sinistre les enfants dans beaucoup de ses publications en ligne, les appelant par des noms injurieux que je ne répéterai pas ici, car ce sont les choses qui me dérangent le plus. Le juge lui a également imposé une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Lorsqu'elle a été arrêtée pour la 2e fois, son faux compte Twitter, qui était littéralement composé en grande partie d'insultes ou de références à ma famille, comptait 16 000 tweets en l'espace de 3 mois. Elle n'avait pas de followers, donc c'était juste pour elle. Les tags sur des sites inappropriés ont cessé et les choses se sont grandement calmées, mais je reçois encore des demandes d'amis que je pense venir d'elle. Mais à ce stade, nous étions tous sur le qui-vive. Je ne vous mens pas. Je me sentais étrange en entrant dans ma cuisine la nuit pour me faire un sandwich, me sentant nerveuse comme si elle était dehors à nous observer. Je ne doute de rien avec elle. Rien n'est plus dangereux qu'une femme désespérée qui n'a plus rien à perdre, ce qui, soit dit en passant, était l'une des citations qu'elle a publiées. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. D'après mes recherches, je pense qu'elle est une narcissique malveillante. Peut-être avec d'autres troubles mentaux en jeu, mais je peux dire qu'elle était déjà une personne terrible bien avant de décider de rendre nos vies misérables. Une reine de beauté folle devenue harceleuse. Je ne souhaite rien de plus que ne plus jamais la revoir. Mais si aller au tribunal aide à la maintenir éloignée de nous pour toujours, qu'il en soit ainsi. À titre d'information, je voulais mentionner que nous avons entendu d'une source fiable qu'après la rupture de mon mari avec elle, elle est devenue bien connue des forces de l'ordre pour d'autres raisons. Alors que mon mari a esquivé une balle concernant ses menaces d'aller voir la police en disant qu'il l'avait maltraitée, apparemment d'autres hommes n'ont pas eu cette chance. Comme je ne peux pas publier de photos, je vous laisse avec l'une de ces citations. Une phrase qui n'a peut-être pas beaucoup de sens. Mais pour nous, c'était une déclaration indiquant qu'elle prenait plaisir à ce long processus judiciaire. Beaucoup de ces publications sont dans sa langue maternelle, donc voici une traduction. Les femmes violentes et les plus cruelles ne répondent jamais aux questions. Elles aiment prolonger le malentendu indéfiniment. C'est pourquoi je cherche à contacter les gens uniquement pour les tourmenter. Ma cruauté est mon dernier lien avec le monde, et mon dernier cri.
En décembre 2018, mon ex et moi avons rompu après 7 ans de relation. J'étais nouvelle dans le monde des rencontres, donc je ne voulais pas me lancer tout de suite. En février, j'ai rencontré un gars dans le bar que nous fréquentions. La deuxième fois que je l'ai vu, nous avons échangé nos numéros. Fin mars, je me sentais assez à l'aise et je l'ai invité à une fête chez moi. Il est resté après la fête et une chose en a entraîné une autre. Eh bien, après tout ça, j'ai eu une sensation étrange. Il était trop insistant et cela m'a mise mal à l'aise. Je lui ai donc demandé de partir. Je ne comptais plus lui parler, jusqu'à ce qu'il commence à m'envoyer des messages depuis des numéros de téléphone aléatoires. Il disait des choses comme « J'espère que tu t'amuses bien à la pêche », alors que je n'avais rien posté sur les réseaux sociaux indiquant que j'allais à la pêche. « J'espère que le film était bien », alors que je n'avais rien posté en ligne disant que j'étais au cinéma. Il m'envoyait des messages pour me demander dans quel bar j'étais quand j'étais dans différents bars, alors que je n'avais jamais dit à personne ni posté où nous allions. Nous n'avions pas d'amis en commun, donc il me suivait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque mes amis m'ont emmené à Washington DC pour célébrer mon 25e anniversaire et nous avons fait la tournée des bars dans toute la ville. Vers 2h30 du matin, nous sommes sortis du dernier bar où nous étions et avons décidé d'acheter des cookies de l'autre côté de la rue. En sortant du magasin de cookies, devine qui est apparu ? Exactement lui. Il a dit « J'espère que telle ou telle chose était amusante. Je voulais te dire bonjour plus tôt, mais comme tu n'as pas répondu à mes messages, je ne voulais pas t'effrayer. » J'étais terrorisé. Heureusement, le mari de mon ami est intervenu, l'a confronté et a menacé d'appeler la police. J'ai changé mon numéro de téléphone et j'ai déménagé. Heureusement, je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Alors, au gars avec qui j'ai accidentellement eu mon premier coup d'un soir, ne nous revoyons jamais. Après tous les commentaires disant que je devrais contacter la police, qu'il pourrait continuer à me harceler, j'ai décidé qu'il valait mieux le faire. J'ai contacté la police locale et ils m'ont conseillé de contacter la police de mon ancien lieu de résidence. Je l'ai fait et j'habite encore assez près pour être allé mardi déposer les documents pour une ordonnance restrictive. Heureusement, je connais son nom complet et son lieu de travail, donc ils pourront le localiser. J'ai fourni tous les messages, textes et captures d'écran que j'ai et nous attendons maintenant qu'ils soient notifiés. Ce sera une ordonnance restrictive temporaire de 15 jours. Elle sera prolongée car le tribunal local a un calendrier échelonné à cause du virus. Donc, une fois que nous aurons une date de procès, nous y assisterons. Le shérif m'a dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour que le juge approuve une ordonnance restrictive de 2 ans avec toutes les preuves que j'ai et le témoignage de mes amis qui ont été témoins de ces événements. Merci pour les conseils. Quiconque a vécu en banlieue peut avoir ce faux sentiment de sécurité que j'avais. J'ai grandi dans la banlieue rurale et la plupart de mes traumatismes se sont produits à l'école ou ont été infligés par un adulte de ma famille. Ainsi, ma peur était bien plus grande envers ceux que je connaissais qu'envers les inconnus. L'histoire serait trop longue si je racontais tout et probablement supprimée à propos du type d'abus que j'ai subi en grandissant aux mains de membres de la famille en qui j'avais confiance, mais c'était suffisamment grave pour me pousser à fuir à 18 ans. Mes parents avaient leurs démons et d'énormes défauts, mais ils m'aimaient et ont désespérément essayé de me faire revenir à la maison. Entre l'abus de médicaments prescrits de ma mère, l'attrait du nouvel amour adolescent et la honte de revenir, j'ai vécu avec un homme abusif et son père pendant environ 6 ans, dont 4 où nous étions en couple. Trop effrayé pour retourner chez mes parents, je suis resté et ai souffert cet abus physique et mental, au point que ma famille me regardait avec horreur, mais étant adulte, ils ne pouvaient rien faire. Je vous raconte tout cela pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai permis au cousin de mon ex de me harceler, de me tourmenter et de me faire beaucoup de mal. J'avais peur de me tourner vers mes parents, autant par honte que par peur de certains membres de la famille, et j'avais peur d'avoir des ennuis. J'ai grandi avec la peur d'être envoyé en famille d'accueil, donc j'avais aussi peur de la police. J'étais jeune, j'apprenais, et j'étais rempli de peur. Tout a commencé après une fête du Super Bowl avec mon ex et sa famille. Appelons mon ex Juan et son cousin Benjamin. Je venais d'avoir 18 ans, je venais de fuir la maison, j'étais fraîchement amoureuse et en première année à l'université. Bien que j'ai fui, je fréquentais encore l'université de mes rêves jusqu'à ce que mon ex et son cousin me poussent à abandonner 2 ans plus tard. J'ai rencontré mon ex sur un site de rencontre, un vieux appelé Plenty of Fish. J'avais indiqué les jeux vidéo comme l'un de mes passe-temps, et cela attirait beaucoup de garçons, mais mon ex s'est démarqué parce qu'il a écrit une longue introduction.
3 paragraphes, disant à quel point il se sentirait privilégié d'être seulement mon ami s'il le pouvait. J'ai adoré cela, étant jeune. De plus, c'était un écrivain et un orateur talentueux. Il était aussi beau, mais ayant été élevé par un père narcissique, bien qu'intelligent, il était extrêmement manipulateur et j'ai cru tout ce qu'il m'a dit, y compris, avec le temps, que j'étais laide, stupide et que je ne servais à rien. Alors je l'ai cru quand il a dit que son cousin était une bonne personne. Je l'ai cru quand il a dit que son cousin était inoffensif et je l'ai cru quand il a dit qu'il s'occuperait de tout et que je ne devais pas aller à la police. Son père était un père célibataire avec une bonne situation, car il travaillait comme comptable dans le siège social d'une grande banque. Le luxe m'a également aveuglé face au piège dans lequel je suis tombé. Bien que mon ex ait été une personne horrible, sa famille était un désastre, mais son cousin était de loin le pire. Benjamin avait mis une fille enceinte à 16 ans et avait eu quelques démêlés avec la justice puisqu'il en avait 28, mais apparemment rien qu'un avocat coûteux ne puisse résoudre. On ne m'a raconté tout cela que bien plus tard. J'ai rencontré son cousin lors d'une fête du Super Bowl. Obama était président depuis 1 an et le discours politique de ce type débordait de racisme flagrant, le genre de personne que j'évitais toujours. Bien que mon ex ait montré des signes avant-coureurs, Benjamin en avait un océan que n'importe qui aurait remarqué. Dès le début, il avait clairement des problèmes de colère, mais je n'aurais jamais deviné qu'il était un prédateur. À la mi-temps, il m'a assise sur ses genoux, a pris mon téléphone et a inscrit son nom dans mes contacts sous le nom de White Rabbit, lapin blanc. Puis il s'est appelé lui-même tout en regardant la famille de mon ex et mon ex, en attendant qu'il m'aide, mais ils m'ont simplement ignoré. Même quand je suis parti en pleurant, personne ne m'a demandé si ça allait. Ils ont simplement agi comme si de rien n'était. Je ne savais pas ce qui m'attendait le lendemain, une avalanche de messages. Ceux dont je me souviens le plus disaient que mon ex était un mauvais petit ami et que je devrais le quitter. Celui qui m'a le plus dégoûté était « Tu sais pourquoi j'ai mis mon nom comme lapin blanc ?» Je n'ai pas répondu. Alors 10 minutes plus tard, il a dit « Parce que je baise comme un lapin » et a donné quelques raisons racistes pour la partie blanc, qui ne mérite pas d'être répétée ici. Il a continué à m'envoyer des messages sur le fait qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait rencontré une vraie gameuse de WoW, World of Warcraft. C'est là que j'ai appris non seulement qu'il jouait à WoW, mais qu'il était dans la même guilde que mon ex et moi. Il était en prison depuis 6 mois et 1 semaine après l'avoir rencontré, il a réactivé son compte WoW et a recommencé à me harceler là aussi. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai montré les messages et les captures d'écran à mon petit ami de l'époque, mais tout ce que Juan a dit, c'était « Il est inoffensif, il est comme toi, c'est bien que ma famille t'apprécie. » C'était tout. 1 mois de messages, d'ivresse et de tirades politiques ont rempli mon téléphone et mon compte WoW. Et je suppose que c'était inoffensif, jusqu'à ce qu'un jour il apparaisse à mon université, quelques jours après que ma voiture ait été détruite par un imbécile qui avait grillé un feu rouge. Heureusement, je suis sorti avec seulement quelques coupures et une côte fracturée à cause de la ceinture de sécurité. Il a dit qu'il était là pour me ramener chez moi parce que mon ex était trop occupé pour venir me chercher. Honnêtement, je ne savais pas quoi penser. J'ai appelé mon ex plusieurs fois et lui ai envoyé des messages, mais il n'a pas répondu, alors il semblait au moins qu'il était vraiment occupé. J'ai fait confiance à la parole de ce harceleur et, malheureusement, je suis monté dans son camion. Après l'accident, j'étais nerveuse et n'importe quel bruit de voiture me mettait en alerte. Benjamin a décidé qu'il serait amusant d'accélérer et de conduire comme dans Fast and Furious, puis de faire semblant de perdre le contrôle du volant. Après avoir crié et pleuré tout le trajet jusqu'à la maison, nous sommes enfin arrivés et il s'est penché pour m'embrasser. Je l'ai repoussé, mais ce type mesurait environ 1,90 m et pesait plus de 136 kg, peut-être plus. Avec toute la douleur de mes côtes fracturées et le malaise général des muscles à cause de l'accident, j'avais très peu de force, et mes 50 kg pour 1,60 m ne faisaient pas le poids, même sans l'accident. Je sais un peu d'arts martiaux, bien que je ne sois pas experte, mais j'ai grandi avec un frère geek qui regardait beaucoup d'animes. Alors il m'a inscrite dans des cours d'arts martiaux et m'a entraîné avec lui. Je savais donc que, bien que je manque de taille et de force, j'avais l'avantage de la flexibilité. Malgré la douleur, j'ai pu me libérer de son emprise et utiliser mon sac à dos lourd, évidemment pas si lourd, mais il le semblait avec tous les livres de l'université, pour déséquilibrer son poids suffisamment pour le pousser et lui fendre la lèvre avant de sortir du camion. Il m'a crié des obscénités avant de repartir rapidement. Quand je suis arrivé à la maison, le père de mon ex était là, et étonnamment, il m'a honnêtement demandé ce qui s'était passé et s'est ensuite excusé.
Bien qu'il soit narcissique, son père savait bien feindre l'empathie, bien qu'en y repensant, c'était probablement une fausse empathie. Cela m'a empêché d'appeler la police. Je suis monté à l'étage et j'ai trouvé mon ex en train de se masturber avec son fétiche bizarre et dégoûtant, et je me suis essentiellement encore plus détesté après avoir vu tout cela. Parce que bien sûr, mon ex était très occupé. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer en me souvenant de ces événements. Mon ex m'avait effectivement demandé à son cousin de venir me chercher, alors j'ai bloqué Benjamin partout et me suis concentré sur mes études, mais cela n'a pas suffi. Quelques mois plus tard, il est réapparu à l'université. J'avais des cours du soir, car je travaillais dans un café le matin. Benjamin a essayé de me parler, me racontant des théories radicales sur mon ex, et avec le recul, certaines d'entre elles étaient probablement vraies, mais à l'époque, j'étais trop aveuglé par des choses bien pires pour les comprendre. Quoi qu'il en soit, je l'ai ignoré et continué mon chemin, ce qui l'a mis en colère. Finalement, cela a dégénéré et il s'est mis à me crier dessus comme un fou, m'insultant et lançant tout ce qui lui passait par la tête en anglais. Heureusement, même si c'était la nuit, le campus était plein de monde et bien sécurisé. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Benjamin continuait à me hurler dessus, mais le personnel de sécurité est rapidement intervenu et l'a escorté hors du campus. Ils m'ont posé des questions et je leur ai expliqué honnêtement la situation. Ils ont alors noté la plaque d'immatriculation de sa voiture pour l'ajouter à leur liste de surveillance. Quelques semaines plus tard, il est revenu, cette fois-ci après un de mes cours du soir. Il attendait près de ma voiture en ricanant. J'ai décidé de ne pas prendre de risques et j'ai fait demi-tour pour m'éloigner rapidement. Comme à son habitude, Benjamin s'est mis à me suivre. Le parking était bondé, donc je ne me suis pas senti aussi effrayé que je l'aurais dû. Il m'a rattrapé en me disant d'attendre, mais je l'ai ignoré et accéléré le pas. Finalement, il m'a attrapé par le sac à dos, me tirant au sol. J'étais tellement sous le choc que je suis resté assise là, immobile, pendant que les gens autour de moi regardaient. Benjamin me criait que tout était de ma faute, que j'étais une idiote de ne pas l'écouter. Après ce qui m'a semblé 2 minutes, mais qui a dû paraître une éternité, 3 hommes, 2 costauds et un plus mince, se sont approchés rapidement et lui ont ordonné de me laisser tranquille. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'ils ont dit, mais Benjamin a fini par s'éloigner. La sécurité du campus est arrivée peu de temps après, l'a escorté une nouvelle fois hors du campus et m'a fortement encouragé à porter plainte. Bêtement, j'ai appelé mon ex pour lui raconter ce qui s'était passé. Il est venu sur le campus environ 30 minutes plus tard et m'a convaincu de ne pas porter plainte, en me disant que son cousin risquait de perdre la garde de sa fille. Inexplicablement, j'ai cru à cette excuse. Avec le recul, il est évident que Benjamin n'aurait jamais dû être en contact avec des enfants. Après cela, Benjamin a commencé à venir à mon travail, demandant spécifiquement que je sois sa serveuse. J'ai dû expliquer à mon patron pourquoi je ne pouvais pas le servir. En réponse, Benjamin a dit à mon patron que j'étais une personne horrible et que je refusais de le servir parce que je détestais les personnes grosses. Il l'a dit fort, mettant mal à l'aise tous les clients présents. Il a ajouté quelque chose comme « Je lui aurais donné un gros pourboire, si tu vois ce que je veux dire », ce qui, si je n'avais pas été si terrifié, aurait été risible. Il est revenu 2 fois, provoquant des scènes similaires, ce qui a poussé mon patron à me suggérer de trouver un autre travail, car il était évident que la situation devenait problématique. Après cela, Benjamin a recommencé à me harceler à l'université. Une nuit, je suis resté tard à la bibliothèque pour travailler sur mon projet de mi-semestre qui représentait la moitié de mon projet final. Je suis resté jusqu'à la fermeture de la bibliothèque un vendredi soir. Cette partie du campus était complètement déserte, car tout le monde était dans les résidences universitaires, les fraternités ou les bars en dehors du campus. Habituellement, le parking était plein, mais ce soir-là, il n'y avait qu'une dizaine de voitures, alors que d'habitude, les gens devaient même se garer sur la pelouse. En sortant de la bibliothèque, qui était déjà fermée, et en tournant le coin pour rejoindre ma voiture, mon estomac s'est noué. Là, garée juste à côté de ma voiture, se trouvait la camionnette verte de Benjamin, avec ses jantes chromées hideuses et ses rayures d'usure. J'ai immédiatement fait demi-tour et couru vers la bibliothèque, mais les portes étaient verrouillées. J'espérais qu'il ne m'avait pas vu. Alors je me suis réfugié dans une petite zone boisée proche, essayant de calmer la crise d'angoisse qui montait en moi. Alors que je me cachais, j'ai vu la camionnette de Benjamin se déplacer lentement, à ma recherche. Après un moment, il a commencé à m'appeler. Il faisait nuit noire et je n'osais pas sortir mon téléphone de peur que la lumière ne trahisse ma position. Il m'avait forcément aperçu en tournant le coin vers ma voiture. Je suis resté là,
caché derrière un arbre, essayant de retenir ma respiration, les larmes coulant de mes yeux, ce qui était presque impossible alors que je faisais une crise de panique. Quand il a coupé le moteur de sa camionnette, j'ai su que le bruit de sa voiture ne couvrirait plus le bruit de ma respiration haletante. J'étais pétrifié, mon corps tremblait de façon incontrôlable. Je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, quelqu'un est sorti de la bibliothèque. J'ai pensé que c'était ma chance. Je me suis agrippé à mes affaires et j'ai couru. Je ne suis pas une coureuse, mais des années à jouer au softball m'ont appris à courir vite sous la pression. J'ai couru vers ma voiture, les démarrer en tremblant tellement que j'avais du mal à tenir le volant. En partant, j'ai failli avoir plusieurs accidents. Benjamin, quant à lui, a démarré sa camionnette et a commencé à me suivre, phares allumés, jusqu'à ce que je passe près d'une voiture de la police du campus. J'ai garé ma voiture juste à côté d'eux et Benjamin s'est enfui rapidement. Je ne pouvais plus bouger. J'étais là, pleurant et respirant difficilement, tandis qu'un policier frappait à ma fenêtre. Je l'ai à peine remarqué. Finalement, il a ouvert la porte et m'a demandé si tout allait bien. Je n'ai pu que secouer la tête. J'avais trop de mal à respirer à cause de la panique pour répondre. Il a appelé une ambulance, car je n'étais pas en état de conduire et ma crise de panique s'est encore aggravée alors que l'officier essayait de me calmer. Je ne sais pas si c'était le soulagement d'être enfin en sécurité ou les 6 mois d'accumulation de peur que mon ex n'avait jamais pris au sérieux concernant les avertissements à propos de son cousin, mais tout s'est effondré à cet instant. Dans l'ambulance, ils m'ont donné une injection pour me calmer et j'ai rapidement compris pourquoi ma panique empirait. J'étais en train de faire une crise d'asthme, la première depuis des années, et je n'avais même plus d'inhalateur. Les secouristes l'ont remarqué bien avant moi. Ce n'était pas seulement une crise de panique. Dans mon état de panique, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train de suffoquer. Après un traitement complet, la police est venue me voir dans la cabine de l'hôpital, protégée par des rideaux, mais le bruit chaotique de la salle d'urgence était tout autour de moi. Je ne pouvais pas me concentrer. J'étais tellement drogué par les médicaments contre l'asthme et les calmants que lorsque les policiers m'ont posé des questions, je me suis contenté de hocher la tête, sans vraiment comprendre ce qu'ils disaient. Ils se sont rendus compte que je n'étais pas en état de leur parler et ont dit qu'ils reviendraient plus tard. Peu de temps après, je me suis endormi et me suis réveillé je ne sais combien de temps plus tard, avec mon ex et son père à mes côtés, car ils étaient mes contacts d'urgence dans mon téléphone. Après que l'hôpital ait récupéré ma carte d'assurance, qui était à mon nom, la réceptionniste m'a dit que je devrais appeler mon père. Après que l'hôpital ait récupéré ma carte d'assurance, qui était à mon nom, la réceptionniste m'a dit que je devrais appeler mon père. C'était 4 heures du matin. Je redoutais sa réaction, pensant qu'il serait en colère contre moi, mais il a répondu calmement au téléphone. Il semblait inquiet, et après quelques minutes de discussion, il m'a dit qu'il venait tout de suite me chercher. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, la haine qu'il ressentait envers mon ex et son père était plus qu'évidente. Il m'a supplié de rentrer à la maison avec lui immédiatement. Mon esprit était cependant encore très confus à cette époque. J'avais si peur de retourner chez mes parents, pour de nombreuses raisons que je me fabriquais, mais aussi parce que j'avais surtout peur de perdre mon ex, d'être puni ou de décevoir mes parents. Je me disais qu'il fallait d'abord que je retourne chez mon ex pour récupérer mes affaires et les emmener chez mes parents. Mon père a insisté pour que je quitte cette situation immédiatement, mais j'étais tellement embrouillé que je lui ai promis que je ne ferais que récupérer mes affaires et que je reviendrais à la maison plus tard. Mon père, bien qu'il soit clairement en désaccord, a fini par céder, surtout parce qu'il savait qu'essayer de me forcer ne ferait que compliquer la situation. Il est reparti, me demandant de l'appeler dès que j'aurais récupéré mes affaires. Quand je suis retourné chez mon ex pour commencer à préparer mes affaires, il est devenu furieux. Il a commencé à défaire les sacs que j'avais déjà emballés et à menacer de déchirer mes vêtements et de casser mon ordinateur portable si j'osais partir. Il m'a dit que si je partais, je ne reverrais jamais rien de ce que je laissais derrière moi. Terrifié par ces menaces, j'ai fini par appeler mon père pour lui dire que j'avais changé d'avis et que je restais. Cet événement a marqué le début d'un contrôle encore plus important de la part de mon ex sur ma vie, un contrôle qui allait durer les 6 années suivantes. Ces tactiques pour me retenir ne faisaient qu'empirer au fil du temps. Après environ 4 ans, nous n'étions même plus en couple. Mon ex avait commencé à utiliser Tinder et sortait avec d'autres personnes, mais il refusait catégoriquement de me laisser partir. Il exerçait un contrôle total sur moi. J'étais prisonnière de cette situation, incapable de m'échapper.
Je recevais parfois des appels de la police, me demandant si je souhaitais porter plainte contre Benjamin pour les incidents passés, mais la peur de mon ex me paralysait trop pour que je puisse agir. Mon ex et son cousin étaient très proches, presque comme des frères, et cela me terrorisait encore plus. 5 mois après avoir abandonné mes études, je vivais dans une paranoïa constante, surveillant toujours mes arrières, craignant chaque coin de rue. Benjamin, fidèle à son habitude de m'effrayer, a brisé la fenêtre de ma voiture et a laissé un raton laveur mort à l'intérieur. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir de ce moment, je suis devenue une recluse. Je ne sortais presque plus de la maison, trop effrayée pour chercher un emploi. Ma vie était rythmée par la peur, jour après jour. Je me suis mise à grossir, et mon ex n'a pas manqué d'utiliser ce changement pour me rabaisser encore plus, me faisant sentir encore plus insignifiante. Je pleurais tellement que petit à petit, je me suis retrouvée à vivre dans une sorte d'engourdissement permanent. Je ne ressentais presque plus rien. J'étais tellement envahie par la honte et la peur que je n'osais même plus contacter mes parents. 4 mois après avoir abandonné l'université, Benjamin est revenu, cette fois avec son fils. Il a pointé du doigt en me désignant à son fils et a dit « c'est maman ». Le garçon a alors dit « maman », ce qui m'a laissé sans voix. J'étais paralysée, ne sachant que faire, alors je me suis simplement éloignée. Cela a fait pleurer l'enfant et Benjamin, furieux, a dit « quelle sorte de garce fait pleurer un enfant comme ça ?» Mon ex et son père ont ri de cette scène, me laissant une fois de plus dans l'humiliation. Benjamin est parti avec son fils après environ 1 heure, probablement pour le ramener à sa mère. Mais il est revenu ensuite pour passer la soirée à boire avec mon ex. Ce soir-là, il m'a laissé totalement brisé, et ce genre d'incident s'est répété au moins 10 autres fois avant que mon ex ne rompe officiellement avec moi, tout en refusant catégoriquement de me laisser partir. Je me suis finalement réfugié dans une des chambres d'amis de la maison et j'y ai vécu en reclus pendant 2 ans. Je ne sortais presque jamais de cette pièce. Mon ex et Benjamin se comportaient comme des tyrans chaque fois qu'ils étaient ensemble, me harcelant, me menaçant et me faisant vivre dans une terreur constante. Pourtant, heureusement, mon ex avait suffisamment peur de son père pour ne jamais aller jusqu'à défoncer la porte de ma chambre. Un après-midi, alors que je tentais de cuisiner dans la cuisine, essayant désespérément de reprendre un peu de force mentale et physique, Benjamin, qui avait passé la nuit chez nous, s'est approché de moi par derrière et a commencé à me toucher. Je l'ai repoussé avec toute la force que j'avais, en lui disant de s'éloigner. Sa réponse a été violente. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qu'il m'a fait, mais j'ai fini par devoir me faire recoudre. Leur comportement est devenu de plus en plus intenable. Ils hurlaient et criaient souvent ensemble comme des déments, et cela a continué jusqu'à la 6e année. J'en étais arrivé au point où je ne pouvais plus supporter cette vie. J'ai finalement pris une décision radicale. Je devais fuir à tout prix. Une nuit, j'ai emballé toutes mes affaires dans des sacs poubelles, je les ai jetés par la fenêtre et j'ai rempli ma voiture jusqu'au toit. Heureusement, j'avais une voiture de type hatchback, ce qui m'a permis d'y entasser le maximum d'affaires. J'ai conduit à travers la ville en pleurant, me sentant déchiré et même nostalgique par moments, doutant de ma décision. J'étais dans un état mental très sombre. Puis une idée m'est venue. J'ai appelé le meilleur ami de mon frère aîné, avec qui j'avais brièvement eu une relation au lycée. Il avait posté sur les réseaux sociaux quelques semaines auparavant qu'il cherchait un colocataire. Je lui ai demandé s'il avait toujours besoin de quelqu'un. Il a accepté. Après avoir passé quelques nuits à dormir dans ma voiture, je me suis finalement installé chez lui. Je n'étais toujours pas prête à retourner chez mes parents, car ma mère avait sombré dans des problèmes de santé mentale et je ne pouvais pas supporter l'idée de devoir m'occuper d'elle alors que moi-même, j'avais tant besoin de guérir. J'ai vécu avec lui pendant 1 an, payant un loyer très bon marché, jusqu'à ce que je rencontre mon petit ami actuel. J'ai obtenu ma certification en technologie de l'information et trouvé un emploi dans un refuge pour animaux sauvages, où mon petit ami travaille en tant que biologiste spécialisé dans la faune. Peu à peu, les cicatrices ont commencé à guérir. Bien que je sois toujours en thérapie et que j'approche de la trentaine, je peux honnêtement dire que cela a été un véritable parcours de survie. Je suis tombé gravement malade il y a 2 ans, ce qui m'a empêché de continuer à faire du bénévolat sur le terrain, mais j'aide toujours à m'occuper des animaux en famille d'accueil. Mon petit ami a acheté une maison qui appartenait à sa famille, et nous y vivons, en prenant soin d'animaux sauvages blessés et d'animaux de compagnie abandonnés, jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés dans la nature ou adoptés. J'ai une maladie rare, si rare qu'elle a été identifiée, mais elle n'est pas une maladie sexuellement transmissible. C'est un virus à long terme que mon corps n'arrive pas à combattre normalement.
À cause de cela, contrairement à d'autres, je ne suis pas encore complètement rétabli. Malgré cela, je travaille depuis chez moi et je continue à m'occuper des animaux. Ma vie est bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Mentalement, il me reste beaucoup de défis à surmonter et physiquement, je ressens encore beaucoup de douleurs. Mais malgré tout, ma vie est bien meilleure aujourd'hui, surtout depuis que j'ai rencontré mon petit ami actuel. Ce que je veux dire, c'est que tout a commencé par une relation en ligne. C'était le premier déclencheur. Vous vous souvenez de Blockland? C'était un jeu auquel je jouais beaucoup et j'y avais un meilleur ami. Je n'avais pas parlé avec lui pendant environ 3 ans. Puis, soudainement, j'ai reçu un email de sa part. Il voulait reprendre contact avec moi. Il me manquait beaucoup et j'étais très émotive à cause de certains problèmes familiaux qui avaient dû être portés devant les tribunaux, des abus sur enfants et tout ça. Alors, étant l'adolescente de 13 ans rebelle que j'étais, je lui ai répondu. Nous avons beaucoup discuté, nous nous sommes raconté des choses et nous avons rattrapé le temps perdu. Quelques jours plus tard, il m'a avoué qu'il avait un grand béguin pour moi. Moi, étant dans un état émotionnel instable, je lui ai dit que je sortirais avec lui. Jusque-là, cela semble mignon. Retrouver un vieil ami et tomber amoureux, non? Eh bien, pas vraiment. Le premier signal d'alarme que j'aurais dû remarquer, c'est qu'il voulait immédiatement faire du roleplay avec moi, comme dans le bon vieux temps. Ce n'était pas du roleplay bizarre avec des animaux de compagnie, mais plutôt du genre où l'on écrivait vraiment tout en détail. J'ai accepté, et nous avons recommencé à faire du roleplay. Mais rapidement, il a voulu faire du roleplay sexuel entre nos personnages et m'a raconté tous ses fantasmes. J'avais à peine 13 ans, très émotive à cause des traumatismes que j'avais subis, et j'ai accepté. Cependant, peu de temps après, il a voulu plus que simplement du roleplay. Il a commencé à me demander des photos. Au début, j'étais réticente, mais il m'a mis la pression jusqu'à ce que je cède. C'est à cette époque que j'ai commencé à réaliser que j'étais un garçon transgenre. Je le suis toujours, mais il refusait de m'appeler par mes pronoms préférés. Bien que cela me mette très mal à l'aise, je voulais avoir une relation pour me sentir aimé. Alors je me suis forcé à agir comme une fille, ce qui me rendait encore plus mal à l'aise. Il continuait à me presser pour faire des choses sexuelles dans le roleplay et pour lui envoyer des photos nues. C'était très étrange. J'ai rapidement découvert qu'il ne parlait à personne d'autre qu'à moi. Je lui ai suggéré de commencer à parler à d'autres personnes, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. Je me suis forcé à jouer le rôle d'une fille yandere, jalouse et possessive, parce que je pensais que c'était ce qu'il voulait. J'ai commencé à menacer ses amis quand il leur parlait. Je l'appelais mon homme, et seulement le mien, et je faisais ce genre de choses. Avec le temps, il a commencé à s'éloigner de moi, arrêtant de me parler autant. Je suis presque sûr qu'il a commencé à avoir des conversations sexuelles avec une autre personne à ce moment-là. Je me souviens avoir visité ma mère à l'hôpital, mais j'étais tellement angoissé parce qu'il m'avait dit qu'il avait besoin d'une pause, ce qui m'a empêché de me concentrer sur le fait que ma grand-mère n'allait pas bien après une opération pour retirer un calcul rénal. Je pensais, bon, ce sera juste une semaine sans parler. Mais il parlait en fait d'une pause permanente. J'étais tellement désespéré de faire en sorte que les choses fonctionnent que j'ai essayé de lui proposer des horaires et des solutions, mais il refusait. Après cela, je l'ai bloqué. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un email et devinez de qui il venait. Oui, c'était lui. Il m'a expliqué qu'il se sentait horrible et m'a avoué qu'il m'avait seulement utilisé pour satisfaire ses besoins sexuels. À ce moment-là, je me suis senti dévasté. Je m'étais forcé à cesser d'être moi-même. Je m'étais contraint à agir d'une manière qui n'était pas naturelle pour moi, tout cela pour essayer de garder ce type dans ma vie. Je suis tombé dans une profonde dépression, juste pour découvrir que tout cela n'était qu'une farce. Il m'avait utilisé. J'aurais aimé le savoir plus tôt. L'été dernier, j'ai déménagé en Floride, et maintenant, je ne peux pas oublier cela, car nous vivons probablement dans le même état. Je ne peux pas sortir sans y penser, et à chaque fois que je m'en souviens, j'ai envie de vomir. J'ai fait toutes ces choses pour un garçon qui, je croyais, m'aimait, juste parce que je ne l'avais pas vu depuis un moment. Il avait 15 ans à l'époque, et il était au lycée alors que j'étais au collège. S'il te plaît, mon ami, je ne veux vraiment plus jamais te revoir.